Donc, pour le panel de clôture, j'appelle Monsieur Gérard Château de Ballion, chef stratégie Omnicare, Monsieur Rajma et Michael Paya. Juste, je lance les hostilités et je lance les hostilités. Voilà. Okay. Ben, écoutez, donc, vite, très rapidement, Gérard Château de Ballion, responsable de la stratégie d'Omnicare à ma droite, et Raj Makoun et Michael Paya, qui ont déjà été présentés. Tout de suite, justement, ça répondra peut-être en partie à la question de monsieur. La transition énergétique du point de vue d'Omnicare, un pionnier de l'industrie cannière à Maurice. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et comme on m'a choisi juste avant le déjeuner, il me revient l'obligation de vous réveiller. On a beaucoup parlé d'économistes et je voyais une petite définition de l'économiste que je vous livre. C'est l'expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui. Je suis dit sans méchanceté, mais en y pensant vraiment. Les amis, je vais vous parler un petit peu de la transition énergétique et des réflexions sur cette transition énergétique comme a été menée à Omnicare depuis quelques années. L'historique de cette transition à l'île Maurice, je dirais que c'est un peu comme le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Il y a 60 ans, l'île Maurice commençait déjà la transition énergétique, possiblement sans le savoir. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le concept même de la transition énergétique a été défini en 1980 par le ministre de l'Énergie allemand. Donc, il y a 60 ans, c'était avant 1980. Comment est-ce que l'on l'a fait? On l'a fait en utilisant rationnellement, je dis bien rationnellement, de la bagasse et à partir des sucreries qui avaient été centralisées. Le résultat était simple, c'était du courant vert, pas cher, à partir d'une ressource locale. Alors, en 1957, la sucrerie de Saint-Antoine fournissait de l'énergie à bien plaire. Bien plaire, ça veut dire que tout ce qu'il n'utilisait pas, il fournissait. Je saute un petit peu rapidement. En 1982, Fuel a installé la première centrale à moyenne pression, qui d'ailleurs fonctionne toujours. En 89, et là, je pense que c'est un moment charnière, l'incitation des autorités à travers la BEDP, qu'on appelle la Bagasse Energy Development Programme, a marqué un tournant décisif dans le secteur. C'est à ce moment-là que le CEB a perdu le monopole de producteur d'énergie électrique. Le CEB a, pour des raisons que je n'ai jamais compris, pendant des années, mais je parle là d'il y a longtemps, toujours considéré que le secteur de l'énergie était le sien et que personne d'autre ne pouvait y mettre le nez. C'est la Bagasse Energy Development Programme qui a initié ce changement. Je crois que c'est très important de souligner ça, parce que c'est quoi la Bagasse Energy Development Programme? C'est une loi cadre. Et sans loi cadre, il n'y a pas de possibilité de développement de quoi que ce soit. Il faut qu'on sache comment dirais-je, à quoi on va être mangé et comment ça va se passer. Et de là, on peut organiser quelque chose. Mais sans loi cadre, c'est l'anarchie et c'est impossible de le faire. Je dirais tout à fait, pour ceux qui sont du domaine, que je pense que un petit peu la lacune de la Bagasse Energy Development Scheme a été le fait que ça a évité le sujet de la centralisation de l'industrie sucrière à l'époque. Parce que c'est une poire pour la soif qui a été offerte à tous les producteurs sucriers. Il y avait beaucoup à cette époque-là. Et donc, tout le monde est plongé dessus et personne n'a pensé à ce moment-là à se dire peut-être qu'il aurait fallu rétrécir le nombre de sucreries
de façon à être plus compétitif. C'est venu après, mais c'est un petit point comme ça. Alors en 1995, les autorités ont imposé la construction de la centrale thermique de Bellevue dans le cadre de la fermeture de l'usine du Mount. Ça a été un point, encore une fois, très important, un moment très important, parce que c'était une centrale moderne, même si Fuel avait beaucoup de mérite d'avoir fait une centrale à 45 bars, mais la centrale de Bellevue était une centrale de 80 bars, de 60 mégawatts, donc importante. En 2000, Beauchamp a installé sa centrale de 25 mégawatts, et en 2007, Omnicane mettait en utilisation une centrale de 90 mégawatts, qui est encore d'ailleurs, je pense, la plus importante centrale thermique dans l'industrie, enfin dans le monde sucrier à ce jour. Alors, il n'y a pas de doute que la Bagasse Energy Development Programme, BEDP, a été un succès. Quelques chiffres pour vous le dire. La production d'électricité à partir de la bagasse, naturellement, a décuplé. Et nous produisions, à l'époque, 10 kW d'électrique, 10 kWh d'électrique par tonne de canne. Quand je dis produire, je dis exporter. Et aujourd'hui, on exporte 100 kWh d'énergie électrique à partir d'une tonne de canne. Les IPP, Independent Power Producers, produisent aujourd'hui 55% de l'énergie renouvelable, l'énergie nationale, pardon, dont 30% renouvelable, naturellement, provenant de la bagasse. Ce qui fait, grosso modo, entre 17 et 20%, dépendant des années. Alors, la transition énergétique à l'île Maurice, quel a été le modèle d'Omnicane? Vous savez, je me permets, avec mon âge canonique, de vous raconter une petite histoire qui est liée au sucre, parce que la transition énergétique de l'industrie sucrière devenue cannière est quand même liée au sucre. C'est quand j'étais petit, j'habitais une sucrerie. Et donc, c'était dans un endroit retiré. Et les citadins venaient nous rencontrer de temps en temps. Et comme j'avais 10 ans, mon père me demandait, explique à M. Macoun comment est-ce qu'on fait du sucre. Et donc, je lui expliquais, je sortais mon petit boniment en lui disant, on plante de la canne et on écrase, on ressort du jus, on fait du sirop, on fait de la masse cuite, etc. Et puis on fait du sucre. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le sucre? Je dis, on met ça dans des gros sacs de 50 kilos et dans des trains et on envoie les trains à Port-Louis. Il dit, oui, mais arrivé à Port-Louis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais on met ça sur un bateau et on envoie ça en Angleterre. Il me dit, mais après? Il me dit, après, les Anglais nous baisent. Alors, c'est la vérité. Finalement, on vous dit toujours qu'on fait des choses pour le bien-être social, pour la corporate social responsibility, pour la beauté, tout ça. On ne fait pas tout ça. C'est pas vrai. On fait des choses pour gagner du fric. Et la faim fait sortir le loup du bois. Et la transition énergétique de l'industrie sucrière, c'était do or die. Avec 36% de baisse dans le coût du sucre, il fallait bien inventer quelque chose pour s'en sortir. Il y a eu donc le MAS, pour ceux qui connaissent, le Multi-Annual Adaptation Strategy, et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a viré les Anglais, et on est allé avec les Allemands. C'est ce que le Mauricien appelle « sap dans caraï, tombe dans d'y fait ». Mais enfin, ça a été quand même un petit peu mieux. Alors, je vais vous expliquer le modèle Omnicane. Naturellement, on commence avec la canne. La canne est envoyée à l'usine sucrière qui, elle, produit du sucre. Naturellement, comme ça se faisait avant. En produisant ce sucre, elle produit aussi de la bagasse, et cette bagasse est envoyée dans des chaudières, des IPP, des centrales thermiques séparées de l'industrie elle-même, de l'usine elle-même, pour produire de l'électricité et de la vapeur, dont l'usine a besoin pour faire son process. C'est ça, monsieur, que vous parliez tout à l'heure, qui est la cogénération. À partir de là, nous produisons le premier produit, qui est du sucre, mais c'est du sucre raffiné. Alors que les Anglais nous achetaient notre sucre roux, avec mégots de cigarettes, bâtons, cancrelats et tout le reste, et pour ensuite, naturellement,
ne pas le donner à ses concitoyens, dommage, mais le nettoyer. Mais aujourd'hui, on leur envoie du sucre propre, du sucre blanc raffiné. Et avec les modifications considérables qui ont été effectuées aux usines sucrières, nous générons un excès de bagasse, un excédent de bagasse qui est transformé en électricité et exporté sur le réseau national. Ceci ajouté à une petite unité hydroélectrique et éventuellement d'un projet éolien nous permet de produire chez Amliken à peu près 30% de l'énergie nationale fournie au réseau électrique à ce jour. Je ne sais pas si ça marche, si ça marche. Voilà, tiens. Maintenant, il faut savoir que en produisant de l'énergie, en broyant des cannes et produisant du sucre, qui est une énergie, qui est comment dirais-je, une activité qui dure 6 mois de l'année, il faut bien que les gens s'éclairent pendant les autres 6 mois. Donc les centrales peuvent aussi brûler du charbon, et ce charbon produit des cendres, et ces cendres sont nocives, dans le sens qu'elles ne sont pas, c'est pas un poison, comme tout le monde veut faire croire, mais c'est pas très joli, la cendre. Donc ces cendres étaient enfouies d'après un système agréé de notre IAE, et aujourd'hui nous avons construit une unité qu'on appelle le carbon burnout, qui nous permet de tirer de ces cendres l'énergie restante de carbone imbrûlé qui s'y trouve, d'à peu près 20 à 25%, et à produire de l'électricité et de la vapeur. Et la cendre elle-même, aujourd'hui, est un produit qu'on appelle un green cement, qui est utilisé, qui sera utilisé pour la fabrication et le mélange du ciment actuellement. Donc, aujourd'hui, on n'enfouit plus 70 000 tonnes de cendres dans les champs et dans les crevasses. Et je considère que c'est une avancée considérable. Nous n'avions pas à le faire. Nous répondions parfaitement à notre IAE, mais nous avons pensé que pour le côté écologique et environnemental, c'était quelque chose à faire. Bien entendu, un des sous-produits de la canne est la mélasse. Nous avons donc installé une distillerie. Cette mélasse est traitée, et pour pouvoir naturellement faire le process de la distillerie, elle prend de la vapeur des centrales thermiques et du carbon burnout juste à côté, produisant à la fin de la journée de l'éthanol de haut grade. Par la suite, cet éthanol, qui est utilisé naturellement pour la majeure partie aujourd'hui, est exporté. Nous produisons aussi, je ne peux pas lire ce qui est écrit dessus, du CO2. Donc la fermentation de la mélasse produit du CO2. Pour ceux qui sont des adeptes de Coca-Cola et de boissons gazeuses, le CO2 qui était utilisé pour les boissons gazeuses provenait du jet fuel. C'était bien, c'était brûlé, naturellement lavé. Et puis ça, quand vous aviez votre coca, vous aviez une petite touche de jet fuel avec. Aujourd'hui, il n'y a plus de touche de jet fuel, vous avez du coca propre avec du CO2 qui provient de la fermentation. C'est quand même quelque chose d'important. Un autre produit de la distillerie, c'est les vinasses. La vinasse, malheureusement, est un produit difficile dans le sens qu'il est très volumineux. Nous utilisons aussi cette vinasse pour faire de fertilisants liquides, et ce fertilisant sera naturellement par la suite envoyé remis dans les champs de canne. Nous faisons aussi, ceci est en train, de la biométhanisation avec cette vinasse qui produira donc un gaz méthane qui, lui, comme vous avez vu, sera brûlé dans les chaudières avoisinantes. Vous savez que la canne, alors ça c'est la production de fertilisants renouvelables. La canne contient 75% d'eau.
C'est-à-dire qu'à Maurice, on a 4 millions de tonnes de canne. Ça veut dire qu'il y a grosso modo 3 millions de tonnes d'eau qui se trouvent dans cette canne. Cette eau, le procédé sucrier est de retirer l'eau de la canne et d'en sortir du sucre. Donc cette eau est utilisée naturellement dans la distillerie de façon à, comment dirais-je, à permettre la fermentation de la mélasse et nous espérons dans un avenir proche transformer la différence en eau potable et je pense que ça concerne quand même, si vous vous imaginez, 75%, nous faisons 1 200 000 tonnes de canne, on va dire 1 million de tonnes d'eau, dont à peu près 30% sont utilisés dans le process, on va dire 650 000. Imaginez-vous 650 000 mètres cubes, 650 millions de litres d'eau que l'on jette tous les jours dans les rivières, qu'on pourra, j'espère, éventuellement transformer en eau potable pour le réseau. Bien sûr que pour faire la boucle, les fertilisants liquides sont retournés dans les champs de canne et vous avez le modèle, je pense, quand même intéressant de l'industrie et de la transformation énergétique d'Omnicane. Voilà. Merci Gérard Château de Ballion. C'est intéressant effectivement de voir comment une contrainte économique et pas d'économiste, mais une contrainte économique a permis à Omnicane de se révolutionner. Toutefois, tout le monde n'est pas Omnicane à Maurice. Ces possibilités de développement, de transition de façon aussi intégrée, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez à l'échelle du pays dans son ensemble pour aujourd'hui et pour demain, parce qu'on n'est pas tous, je le répète, on n'est pas tous Omnicane et on n'est pas tous dans la même situation que vous l'étiez au moment où vous aviez des relations un peu conflictuelles avec vos amis anglais, pour parler poliment. Écoutez, franchement, je pense que toute l'industrie sucrière est appelée, l'industrie cannière est appelée à se développer exactement de la même manière. Il n'y aurait peut-être pas de la place pour avoir... L'important, c'est quoi? L'important, c'est de transformer tout ce qui provient de la canne en valeur ajoutée. Et ça peut aller de ce qu'on a vu là et aller beaucoup plus loin. Je vous cite un exemple. Nous recevons grosso modo 15 000 roupies pour la tonne de sucre que nous vendons. En quittant ici, arrêtez-vous à une petite boutique, achetez pour 10 roupies ou 100 roupies de bonbons, et vous verrez que si vous transformez le coût des bonbons en coût de sucre, parce que le bonbon contient 99% de sucre, un petit bout de papier, une goutte de menthol et un peu de colorant, ben ça fait 500 000 roupies la tonne de sucre. C'est vrai qu'on ne peut pas produire 400 000 tonnes de bonbons, mais enfin peut-être qu'on peut en produire 2 ou 3 000. Donc le tout, c'est de transformer la totalité de ce que nous avons en valeur ajoutée et de monter en quota. Donc, que ce soit des bonbons, que ce soit des marzipans, ou tout ça, il n'y a absolument aucun problème. Il y a une partie de la mélasse locale qui est toujours exportée, qui devrait être transformée en éthanol. Il y a le projet, comme vous savez, d'éthanol que le gouvernement a mis en place, avec une possibilité de mélanger 2,5% de la production avec de l'essence. Ça fera grosso modo 4 millions, je crois, de litres d'éthanol qui pourraient être produits de l'essence. Et ça, c'est une transition énergétique en substituant les projets. Maintenant, au niveau futur, je crois que, vous savez, moi j'aime bien un vieux proverbe africain qui vous dit que c'est pas parce qu'on envoie un morceau de bois dans la rivière qu'il devient un poisson. C'est plus compliqué que ça ne le paraît parfois. Mais je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut, comment dirais-je, first thing first. Vous avez actuellement le projet de transformation de la bagasse d'Altéo, qui est la deuxième ou la première propriété au point de vue grandeur aujourd'hui en Maurice, qui nous permettrait d'avoir encore une centrale de 90 MW state of the art. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Vous avez l'utilisation de la paille de canne qui nous
permettrait d'économiser 75 000 tonnes de charbon, représentant grosso modo 250 à 300 millions de roupies, dépendant du taux du charbon. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait à la portée de l'industrie carnière aujourd'hui. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut faire. De là à penser qu'on va arriver à 30% d'énergie renouvelable à 2030, j'espère, je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui, nous sommes à grosso modo 2000 gigawatts de production électrique à Maurice. Si nous avons 2% d'augmentation par an pendant 15 ans, ça fait encore 30%. 30% de 2000, ça va faire 600 gigawatts. 2600 gigawatts, 30% de 2600 gigawatts, ça fait 800 gigawatts. Je ne vois pas comment on va arriver à 800 gigawatts. Il ne faut pas oublier une chose. C'est bien de dire qu'on va produire de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire. C'est très bien. Moi, je suis tout à fait pour. Je ne crois pas que l'énergie renouvelable solaire ou éolienne coûte moins cher que l'énergie fossile. En tout cas, ce que je vous garantis, c'est que l'énergie bagasse, biomasse, coûte sensiblement moins cher que l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. L'énergie éolienne et l'énergie solaire sont des énergies intermittentes. 20, 22, 23% du temps. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais qu'est-ce qui se passe pendant les 80 autres % du temps? Vous vivez dans le noir? Stock. Hein? Alors, vous faites... Donc, il faut prendre en considération le côté intermittent de cette production énergétique. La production de biomasse est une production constante. C'est 24/7, 6 mois de l'année. Et la différence, c'est le charbon. Et je pense que là, ce qu'il faut, c'est éventuellement substituer le charbon par de la biomasse, par exemple des CSR, des composés qui proviennent du tri des ordures ménagères. Ça se fait partout. Et donc, produire quelque chose de vert, mais il faut accepter que quand vous allez produire de l'énergie renouvelable éolienne solaire, que ça va vous coûter plus cher. Mais je pense que le CEB aujourd'hui, en achetant le kilowatt bagasse à 2 roupies ou 1 roupie 80, et en achetant le kilowatt solaire à 6 ou 700 ou 7 roupies, ben, c'est ça qui fait le mix énergétique. Ça lui permet de combler le fossé, parce que qui c'est qui va payer l'énergie à 10 roupies demain matin? C'est bien joli, mais il faut pouvoir le faire. Maurice est un petit pays. Vous avez 2 ou 3 sites au maximum d'énergie éolienne qui pourraient demain matin remplir des critères minima qui est 20-22% de vent. Un, c'est le Nord, l'autre, c'est Britannia, la région de Britannia. Rodrigue est beaucoup mieux placé que nous à ce niveau-là. Donc, je pense que le mix énergétique est indispensable, mais il faut avoir une priorité dedans. Et la priorité, elle dépend essentiellement des autorités. Il faut mettre en place une loi cadre, il faut dire voilà comment ça va se faire, voilà comment on va vous rémunérer, et puis ça, vous allez voir, ça ira tout seul. Ça ira tout seul. Merci bien, merci bien. Allez voir les autorités. C'est votre spécialité, le dialogue privé-public, Raj Makoun. D'ailleurs, c'était aussi l'un des enjeux de ce colloque. Qu'est-ce que vous en dites de ce dialogue privé avant et après ce colloque, quelques conclusions déjà qu'on peut peut-être tirer au vu de ce qui a été exposé par les différents intervenants? Je crois que le débat est lancé. C'est que le commencement vraiment d'un dialogue privé-privé, privé-société civile, probablement, privé-public, et bien sûr privé-public international. C'est un débat pour nous qui est essentiel
Et pendant que Gérard parlait du bourgeois gentilhomme, il faisait la prose sans le savoir, je me suis dit peut-être nous, en lançant le PN2E, on voit aujourd'hui avec les commentaires de Caroline Rowe beaucoup de ce que j'appellerais comme un économiste, si Gérard me le permet, de dire beaucoup de unintended consequences. On parle aujourd'hui de Maurice dans la transition économique. Il nous faut passer à l'état d'une économie d'innovation. Innovation, bien sûr, en termes de policy making, innovation en termes de cadre régulateur, mais innovation au niveau de l'entreprise. Omnicane, l'exemple. Mais ce corporate re-engineering, qui est fondamental, qui va venir aussi à travers l'innovation, probablement, et lorsque j'écoute Caroline, probablement en ayant toute une discipline sur la question de la gestion d'énergie. Et je pense qu'il y a un gros travail peut-être en ce qui concerne cette transition. Mais pour aussi emmener un complément de réponse à ce que Gérard a dit, que l'entreprise, bien sûr, doit travailler pour le profit, pour le shareholder, mais il y a un concept très, très important qui émerge, ce que développé par Michael Porter, Creating Shared Value, où on parle de Creating Shared Value for the shareholder, mais en même temps Creating Shared Value for the community. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas du tout mutually exclusive, qui est extraordinaire. L'exemple de Unilever, l'exemple de Nestlé, Danone, démontre aujourd'hui que cette complémentarité est extraordinaire. On a commencé à créer à partir du 22 mai 2009 à Maurice, à travers le CSR, un écosystème de l'engagement de l'entreprise dans la communauté. Je crois aujourd'hui, nous avons les éléments, mais il faut passer à un nouveau cap. Creating share value, shareholder et communauté. Et lorsque on essaie d'emmener l'élément environnement, l'élément climat, l'élément énergie qui est très important, je pense que la question qui a été posée tout à l'heure par notre ami de la Réunion, en ce qui concerne la contribution nette de l'énergie dans le développement, aujourd'hui, il y a un grand débat là-dessus. Nous sommes en train de... Il y a toute une réflexion to rethink economy, repenser the DNA of economics, ce qui se passe. Mais l'entreprise est au centre de ça. Et peut-être, ici, en essayant de travailler autour de ce programme d'énergie, d'efficacité énergétique, nous sommes en train de repenser le DNA de l'entreprise à une échelle modeste, mais quand même très important pour emmener l'innovation, pour emmener du corporate re-engineering. Et ce serait intéressant, et c'est pourquoi dans notre pôle d'activité développement durable au niveau du business Mauritius, on a la protection de l'environnement et inclusive growth, croissance inclusive. Et je pense que c'est intéressant. Alors, il y a beaucoup d'idées qui sont en train d'émerger. Et que, pour répondre à Renaud, c'est que l'exemple du micro pour amener un changement au niveau du macro extrêmement intéressant. Et nous savons très bien que l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est presque la même chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que sur cette façon de conduire cette transition, Mickaël Apaya a quelques informations à nous donner dans le prolongement de ce colloque. Merci Mickaël de conclure sur la façon, what next, exactement. Comment on va continuer à réussir la transition énergétique à Maurice. Exact. Le
le premier colloque s'est tenu cette année. Vous comprenez bien que vu toute la logistique et toute la préparation qu'il y a, ça sera probablement quelque chose qu'on tiendra peut-être à 1 an et demi ou dans 2 ans pour voir un petit peu les évolutions. Mais ce qu'on propose durant 2017, les dates sont établies. Le carnet que vous a donné, donc au dos du carnet, vous verrez, il y a toute la programmation. Vous pourrez aussi retrouver toute cette programmation sur le site web de Business Mauritius. De même que tout l'enregistrement du colloque, évidemment, vous pourrez retrouver sur notre plateforme de Business Mauritius, sur la page Facebook de Business Mauritius et sur le compte YouTube. Juste un petit mot sur ces breakfasts. Ça sera à Eben, à Business Mauritius. Il faudra juste nous contacter pour pouvoir s'inscrire. On va restituer ce qu'on a vu dans nos audits. Les chefs d'entreprise, techniciens vont parler et on pourra diffuser le partage de bonnes pratiques sur ce qu'on a vu dans les audits. Il y a 2 breakfasts qui sont le 27 juillet au management de l'énergie. Donc là, on voudrait faire une sorte de formation spécifique pour les chefs d'entreprise qui voudraient être des ambassadeurs du PN2E. Et puis le 31 août, on voudrait explorer, aller au-delà de la frontière qu'on connaît aujourd'hui dans le financement de projets. Et donc, c'est à travailler et on invite justement tous ceux les banques et les assurances, de pouvoir nous contacter s'ils ont de l'information à pouvoir nous donner pour préparer ce breakfast du 31 août. Et puis, on voudrait créer le club des entrepreneurs pour la transition énergétique. Voilà, Business Mauritius veut créer le club des entrepreneurs pour la transition énergétique. Si vous êtes entrepreneur industriel ou si vous avez vous-même des solutions à proposer à d'autres entrepreneurs, c'est l'occasion donc de nous contacter pour pouvoir mettre en place ce que j'appelle déjà le club d'été, entrepreneur transition énergétique. Si tu permets, Renaud, je vais improviser. Gérard m'a inspiré, donc je vais me mettre debout aussi. Je voudrais vous remercier tous d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai challenge d'organiser tout ce colloque en 3 mois, avec la période des fêtes. Mais la surprise, pour moi, elle est là, c'est vous. Nous, l'énergie, il est très important. Dans le film, on dit chacun produit, chacun consomme, chacun partage. Et je pense que c'est ça qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, l'homme est considéré... l'homme existe dans la société parce qu'il consomme. Parce qu'il consomme. Moi, je pense que demain, l'homme va exister dans la société parce qu'il partage. Et l'économie numérique nous le démontre. La puissance qu'on a avec un smartphone aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et donc, dans cette notion de partage, c'est pour ça qu'on a commencé ce clip en disant que le numérique change nos relations, change nos valeurs, et que lorsque le numérique rencontrera les énergies renouvelables, ça va créer une révolution industrielle. Dixit, Jérémy Rifkin, que vous avez vu dans le film Demain. Donc pour nous, c'est important cette notion de partage. Et on est parti de cette vision un peu numérique pour arriver au réel. Dans le film, vous le voyez. Parce qu'il y a quelque chose qu'on aime bien dire à Business Mauritius, c'est cristalliser. La transition énergétique ou l'efficacité énergétique, etc., aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu flou. On propose des espaces de discussion tout au long de l'année, mais on veut passer du virtuel au réel, que cela devienne vraiment, que cela soit réel. C'est pour ça qu'on a écrit cette phrase tout au bas, pour que l'engagement de chacun, ça serait tellement facile de vous dire on sort tous là et on aura envie de réussir la transition énergétique, mais ça c'est le collectif. Il faudrait pas que la transition énergétique soit juste subie à un niveau collectif. Mais il faut que l'individu se saisisse de cela. Et c'est pour ça qu'on a mis nous, l'énergie. Mais le nous, très bon boulot avec l'agence de com, on l'a fait avec l'écriture liée pour que chacun s'approprie, chacun donne son identité à cette transition énergétique. Donc le plus de débats, le plus d'idées possible tout au long de l'année, mais on veut vraiment que l'individu soit au centre de cette transition énergétique, qu'on ne la subisse pas, mais qu'on soit acteur. Pas juste en train de consommer quelque chose, mais qu'on devienne acteur. Il y a souvent des gens qui me disent « je veux devenir indépendant du réseau électrique national, je veux produire ma propre énergie et être indépendant ». J'ai horreur de ce mot parce que philosophiquement, il y a déjà suffisamment de barrières entre nous dans la société. Vous êtes d'accord ? Si en plus on va se servir de l'énergie pour mettre une barrière, mais l'énergie qui elle-même est donnée à tous par l'univers, ça serait quand même dommage. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être indépendant énergétiquement, il faut être à énergie positive. C'est quand même bien plus joli de dire que je suis à énergie positive que je suis indépendant énergétiquement.
Au contraire, je produis, je consomme et je peux même arriver à partager l'énergie qui est positive. Donc, si vous sentez en vous quelque chose en train de bouillir après ce colloque, si vous sentez que vous avez envie de saisir ce Nous l'énergie pour donner votre identité et que chacun y contribue, et si, sans rentrer dans les débats de savoir si c'est la biomasse, si c'est l'énergie photovoltaïque ou l'énergie éolienne, je dirais simplement que la plus belle des énergies renouvelables, c'est bien celle de l'amour. Si vous sentez cela, je vous demande de vous mettre debout avec moi, parce que vous avez été très souvent assis. Et on va tous ensemble finir par ce film et ce logo. L'avènement de l'économie numérique transforme nos habitudes au quotidien. Grâce aux objets connectés, nous partageons des milliards de données. Cette nouvelle révolution industrielle nous emmène vers une société plus responsable, plus durable et plus collaborative. Si la technologie de communication est prête, le recours aux énergies vertes se fait encore attendre pour totalement enclencher cette révolution. Le soleil, la biomasse, le vent, la mer, notre île dispose de ressources inépuisables, tout le nécessaire pour réussir la transition énergétique. Lancée depuis quelques années, elle nous permet de passer d'une économie carbonée à une économie bas carbone. Cette transition repose sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le transport électrique, les bâtiments à énergie positive. Des initiatives venant des entreprises mauriciennes voient le jour. Nous voulons les fédérer et les multiplier afin de dynamiser la compétitivité, la création de valeur et la création d'emplois. La transition énergétique offre un monde plus solidaire où les entreprises, engagées vers les objectifs de développement durable, contribuent à l'action sociale du pays. Un monde où chacun produit, consomme et partage l'énergie. Mobilisons nos idées, nos savoir-faire, nos énergies et notre fierté pour donner notre identité à cette dynamique de transition énergétique, pour gagner une longueur d'avance et être une île exemplaire. Tous ensemble, maintenant. Nous l'énergie, 10 mai.